Fidèles acteurs de l'éducation, bonsoir. Nous sommes heureux que vous soyez encore très nombreux devant vos petits écrans pour ce numéro de débat éducation qui sera consacré à l'alphabétisation. Vous savez que le gouvernement togolais en a fait une priorité et a créé une direction générale rattachée au ministère de l'Action sociale pour apporter les réponses aux bénéficiaires. L'alphabétisation dont il sera question au cours de cette émission va porter sur la journée internationale. Vous savez que le monde entier célèbre chaque 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation autour d'une thématique. En tout cas, les thématiques changent d'année en année. Et étant dans le temps du Covid, avec tout son impact sur l'éducation et tous les autres secteurs, eh bien, la Covid aussi a un impact sur l'alphabétisation. Et c'est ça qui a mené d'ailleurs la communauté internationale à consacrer un thème que je vais me permettre de vous libeller. L'alphabétisation et son enseignement pendant et après la crise de la Covid-19, le rôle des éducateurs et évolution des pédagogies. Voilà le thème de la journée internationale de l'alphabétisation. Au cours de cette émission, nous allons parler des enjeux du thème international de cette année 2020. Nous allons parler également de l'apport de l'alphabétisation à la réussite des objectifs du plan national de développement et enfin nous verrons les avancées et les défis de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans notre pays. Pour en parler, Madame la ministre nous a fait honneur de mettre à notre disposition une de ses collaboratrices, c'est la directrice de l'alphabétisation et de la formation des adultes. C'est elle qui sera l'invitée pour apporter la lumière sur toutes les questions qu'on aura à lui poser sur la journée internationale de l'alphabétisation, sur les avancées, les défis et sur l'apport de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à la réussite du plan national de développement. Débat thématique, c'est dans un instant. Comme je le disais, le thème va porter sur la journée internationale de l'alphabétisation. Pour en parler, Dr Ayele Rosalie Eklo Kouevanou, elle est la directrice de la formation des adultes à la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel Toy. Quand un novice, de toute façon, rentre dans cette direction, quelle est la configuration, la structuration de cette direction ? Merci beaucoup. La Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle comporte en son sein 2 directions techniques. Il y a la Direction de l'alphabétisation et de la formation des adultes qui s'occupe des jeunes et des adultes de 15 ans et plus et la Direction de l'éducation non formelle des adolescents qui s'occupe des enfants de la tranche d'âge 9 à 14 ans non scolarisés ou déscolarisés précoces. Pour vous permettre, fidèles téléspectateurs, de bien comprendre tous les concepts qu'elle va utiliser en répondant à nos questions, nous allons clarifier tous ces concepts pour vous. Nous allons commencer par l'alphabétisation. Quand on dit alphabétiser quelqu'un, ça signifie quoi ? Alphabétiser une personne dans notre contexte actuel, c'est rendre la personne capable de lire, d'écrire, de calculer, mais aussi d'acquérir des compétences professionnelles et des connaissances socio-économiques immédiatement utilisables. Il faut dire que le verbe alphabétiser découle du concept alphabétisation, qui lui-même a évolué avec le temps. Et dans son sens le plus simple, l'alphabétisation désigne l'action d'enseigner à lire, à écrire, à calculer à un individu ou à un groupe d'individus dans une langue donnée. Et c'était purement une alphabétisation traditionnelle qui était mise en œuvre au lendemain des indépendances par les États africains afin de permettre à leur population majoritairement analphabète d'accéder à la communication écrite. Mais le concept a évolué pour donner l'alphabétisation fonctionnelle après le Congrès mondial sur l'élimination de l'analphabétisme à Téhéran en 1965. Et donc après ce congrès, les compétences de vie courante ont été associées aux compétences instrumentales que sont la lecture,
l'écriture et le calcul afin que le bénéficiaire puisse facilement s'adapter aux défis de nos sociétés mondialisées. Alors, on parle aussi souvent de l'analphabétisme de retour des apprenants. Qu'est-ce que ça signifie? L'apprenant, lorsqu'il a fini de suivre l'alphabétisation de base, il passe par une phase de post-alphabétisation. Et la phase de post-alphabétisation, c'est cette phase-là qui lui permet de maintenir, de renforcer, de rentabiliser les acquis de l'alphabétisation de base. Et avec cette phase de post-alphabétisation, l'apprenant continue à se former tout au long de sa vie. Et sans cette phase, l'apprenant retombe dans l'analphabétisme. C'est en ce moment qu'on parle d'analphabétisme de retour. Alors, donc ça signifie, si je comprends bien, ça signifie que l'alphabétisé a besoin d'une formation en continu. Voilà, une formation en continu, une formation tout au long de la vie. Voilà. Quand on parle de compétences numériques, ça signifie quoi dans le cadre de l'alphabétisation? Et connaissances numériques, ça a un lien avec tout ce qui touche les ressources numériques. Il faut que l'apprenant puisse être capable de pouvoir manipuler les ressources éducatives libres et qu'il puisse pouvoir s'adapter facilement avec le numérique et les différentes technologies de l'information actuelles. Voilà, nous avons exploré un peu les concepts parce qu'elle va les utiliser durant l'émission, mais tout à l'heure vous avez compris qu'elle a fait allusion à l'historique de l'alphabétisation. Nous allons donner l'opportunité à sa patronne, Madame la ministre, qui va nous rappeler un peu l'historique de l'alphabétisation. L'évolution de l'histoire de l'alphabétisation au Togo, à l'instar des autres pays en voie de développement, a connu deux principaux courants. Le premier courant part de la période coloniale aux 5 premières années qui ont suivi l'accession de nos pays à la souveraineté internationale. Le deuxième courant a été fortement influencé par les réflexions et les conclusions du Congrès de Téhéran sur l'élimination de l'analphabétisme dans le monde. Dans le but de mettre en œuvre les recommandations de ce congrès, l'UNESCO a lancé le programme expérimental mondial de l'alphabétisation auquel le Togo a adhéré. Le dernier courant a été marqué par de nombreuses innovations. Et en effet, dans le processus d'alphabétisation fonctionnelle, l'enseignement ne se limite pas à la simple transmission des compétences d'alphabétisme, à savoir lire, écrire et calculer, mais va au-delà en rendant les apprenants capables de mener des réflexions, en les rendant très actifs, créatifs et capables d'identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et de rechercher des solutions en vue de leur résolution. Merci à Madame la ministre. Nous allons vers les alphabétisés. Alors, quand nous prenons notre pays, le Togo, quel est le taux d'analphabètes que nous avons ici? Selon les études que vous avez réalisées, selon le RESEN, selon le plan sectoriel de l'éducation, en tout cas, il y a beaucoup de documents dans lesquels on retrouve quand même quelques statistiques. Oui, selon les données de l'enquête Cube 2015, le taux d'alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus est estimé à 63,6% et le taux d'alphabétisation des femmes est estimé à 51,1% et le taux d'alphabétisation des hommes à 77,1%. Et ce taux montre à suffisance que les femmes, elles sont beaucoup plus touchées par le phénomène de l'analphabétisme. Et d'une manière générale, la population togolaise, plus de la moitié, est alphabétisée depuis 2006 avec un taux de 50,9%.
Et il faut dire que ce taux a connu une augmentation de 6 points de 2006 à 2015 en passant de 50,9% à 63,6%. Qu'est-ce qui explique que ce taux est élevé particulièrement chez les femmes? Oui, les femmes, elles sont beaucoup plus touchées par le phénomène d'analphabétisme pour diverses raisons. Entre autres, beaucoup de filles n'ont pas la chance d'aller à l'école ou de terminer leur scolarité. Avec les mariages précoces, certaines filles quittent tôt leur famille pour rejoindre celle de leur mari. Et parfois également, lorsque les parents sont pauvres, ils préfèrent envoyer le garçon à l'école plutôt que la fille. Et les filles, elles prennent une part importante de temps à s'occuper des travaux ménagers. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, avec la suppression des frais de scolarité, nombreuses sont les filles togolaises qui sont inscrites à l'école pour recevoir une éducation de base et participer au développement. On n'est pas encore à une tolérance zéro. C'est ça. Ce qui montre que le défi est encore là et on doit travailler beaucoup encore. C'est ça, c'est ça. Alors, comme elle le dit, savoir lire, écrire, faire les calculs et saisir les opportunités de formation selon l'activité génétique de revenus que vous exercez en tant qu'alphabétisé. C'est tout ce travail que fait le ministère de l'Action sociale, de l'alphabétisation, de la protection aussi de l'enfant, parce que ce ministère englobe tous ces deux grands volets. Et nous avons tendu le micro à certaines femmes et hommes alphabétisés qui sont aujourd'hui très heureux de savoir lire et écrire, parce que c'était un vrai manquement et un besoin qui a été satisfait par la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. On va écouter certaines d'entre elles. Entre-temps, j'ai parti au hôpital là. On a déjà appelé celui qui a pris résultat. Quand on a levé, gardé comme ça, que il faut regarder votre carnet là-bas, il faut chercher pour vous. Moi, je quitte, je ne vois quelqu'un pour me chercher. Ça me dérangeait, mais je ne sais comment je vais faire. On voulait me prendre secrétaire. On m'a bien choisi que c'est toi qui vas être secrétaire. Quand j'étais au milieu, on me dit d'écrire rien, lire rien. Donc, c'est ça qui m'a vraiment découragée. Je dis, je vais apprendre les alphabets. Donc, mon papa n'a qu'à donner mon essence. On va m'amener. Elle dit que c'est au champ seulement. Pour donner des cours d'alphabétisation, il faut, comme dans le système formel, avoir des enseignants. Selon qu'on est, si c'est dans le ministère, au niveau du ministère d'enseignement primaire secondaire, il faut les jardiniers d'enfants, il faut les enseignants sortis des ENI pour le primaire et ceux sortis de l'ENS pour le secondaire. Alors, qui est habilité et quel est le référentiel compétence de celui qui dispense des cours d'alphabétisation? Est-ce que vous avez une école ou est-ce que vous les formez? Voilà. D'accord. Dans les centres d'alphabétisation, ce sont les alphabétiseurs qui interviennent. Et ces alphabétiseurs, ils sont identifiés par la communauté elle-même sur la base de leur dynamisme et sur la base de leur engagement dans le développement de leur milieu. Et ces alphabétiseurs suivent une formation de 21 jours au minimum. Et cette formation, elle est assurée par les services déconcentrés du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en collaboration avec les opérateurs. Et les alphabétiseurs, ils ont la lourde responsabilité d'installer chez les apprenants les savoir-faire et les savoir-être requis pour qu'ils puissent présenter le profil qui est recherché à la fin d'un programme d'alphabétisation. Donc, il n'y a pas une école spécifique où les alphabétiseurs s'inscrivent pour suivre cette formation. Et l'alphabétiseur, il a un niveau minimum de la classe de 3e, mais la stratégie recommande que le niveau
soit revu à la classe de terminale, au moins le diplôme de bac. Vous en avez combien dans vos directions, dans vos services déconcentrés? Avec la cartographie, nous avons 811 centres sur l'ensemble du territoire togolais, donc un alphabétiseur par centre, nous avons 811 alphabétiseurs. Le ratio est respecté pour que le cours d'alphabétisation puisse être bien donné? Bien sûr, un alphabétiseur pour 25 à 30 apprenants. Le gouvernement décide librement de rattacher la direction de l'alpha à tel ministère ou à tel autre. Entre-temps, c'était au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire qu'on avait rattaché la direction de l'alphabétisation. Alors, et le personnel, un certain personnel s'était retrouvé au ministère au MEPS. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont retournés à la maison mère ou bien ils sont encore toujours là-bas? Ils ne sont pas retournés à la maison mère, mais il ne s'agissait pas d'un personnel spécifique au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mais le sous-secteur étant en ce moment rattaché au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, les inspections étaient mises à contribution dans la mise en œuvre des activités d'alphabétisation sur le terrain. Donc, le rattachement du sous-secteur de l'alphabétisation au ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme n'a pas été un obstacle dans la mise en œuvre même de la politique nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Mais seulement les défis sont liés à l'insuffisance de ressources humaines et aussi à la mobilisation de ressources financières. Ça m'amène maintenant à chercher à comprendre la nature de la collaboration aujourd'hui qui existe entre votre département et le ministère de l'enseignement primaire secondaire et même les autres départements qui utilisent vos services. Il y a une franche collaboration entre le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les autres ministères. Avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le sous-secteur a collaboré sur la mise en œuvre du projet d'alphabétisation pour les membres de COGEP. Avec le ministère du développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse, le sous-secteur a collaboré pour la mise en œuvre du projet d'alphabétisation sur les plateformes multifonctionnelles. Et avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation, de l'insertion de la formation professionnelle, le sous-secteur collabore également dans la mise en œuvre d'un programme d'alphabétisation pour les apprenants qui sont inscrits dans la formation professionnelle du type dual. Et quand vous collaborez avec ces ministères, quelle est l'expertise que vous leur apportez? Est-ce que c'est l'alphabétisation seule ou bien l'alphabétisation et l'éducation non formelle? C'est surtout l'alphabétisation. Il faut qu'ils sachent lire, écrire, calculer et avoir des compétences de vie courante. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que vous êtes en train de comprendre l'importance, l'enjeu de l'alphabétisation dans le développement du pays, en tout cas dans les acquisitions, dans les connaissances que toute personne a besoin aujourd'hui pour pouvoir être autonome, sans forcément dépendre de quelqu'un pour soit lire, soit écrire, déchiffrer par exemple une affiche, etc. Il y a 5 ans à peu près, l'ONG Aide et Action a piloté un projet en faveur des déscolarisés et des non scolarisés dans la région de Savanes et nous avons eu la chance de rencontrer celui qui a assuré l'alphabétisation à l'époque au profit de ces jeunes dans les centres de formation où ils ont appris par exemple la couture, le maraîchage, l'élevage et plein d'autres compétences dont ils devaient être porteurs avant de sortir, n'est-ce pas, de ces centres de formation privés. Mais vous allez l'écouter tout à l'heure, la conditionnalité pour que ces déscolarisés et ces non scolarisés qui sont entrés dans cette centre de formation, la conditionnalité c'était qu'ils soient alphabétisés et donc l'alphabétisation était le passage obligé. Suivons le formateur à Saint-Cassé. Voilà, il travaille dans un centre de formation des jeunes à Saint-Cassé. Au cours de la formation qui a été initiée par IDEX, nous avons constaté qu'ils avaient besoin vraiment de l'alphabétisation. L'alphabétisation a participé à leur formation parce que quand un jeune ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, alors que la personne apprend par exemple la couture, on demande de mesurer. Si tu ne sais pas mesurer, tu ne pourras pas confectionner un habit. Au champ également, nous utilisons le matériel comme le mètre ruban. Et nous avons des mesures, nous avons notre technique culturelle et tout ça là, il faut savoir lire et écrire. Quand je suis allée pour la formation, c'est couture et école qu'on a fait.
avec l'élevage. J'avais des difficultés parce que je ne partais à l'école. Après la formation, j'ai appris à lire et écrire. Nous revenons maintenant sur ce plateau avec notre invitée, Dr Ayele Rosalie. Elle est la directrice de l'alphabétisation et de la formation des adultes à la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Alors, nous l'avons dit dès le début que le thème de cette émission, c'est le thème en réalité de la journée internationale de l'alphabétisation. Et je vous le rappelle, le thème dit ceci: l'alphabétisation et son enseignement pendant et après la crise de la Covid-19, rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Alors, Dr Ayele Rosalie, qu'est-ce qu'il faut comprendre du libellé de ce thème? Le thème de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation pour cette année met un focus sur les éducateurs. Et donc, il s'agit de sensibiliser davantage les alphabétiseurs. Exact, les éducateurs et donc les alphabétiseurs. Et donc, il s'agit de réfléchir davantage au soutien qui doit être apporté aux alphabétiseurs et également de revoir leur professionnalisation, de mener des réflexions sur des méthodologies d'enseignement qui sont assez innovantes et efficaces face à la pandémie et même après la pandémie. Parce qu'avec la crise de la Covid-19, il y a eu un impact sur les programmes d'alphabétisation. Nombreux sont les alphabétiseurs qui ont perdu leurs moyens de subsistance et certains alphabétiseurs ne sont pas capables d'utiliser le numérique et les autres technologies de l'information pour passer l'enseignement à apprentissage. Et même certains ne sont pas capables de s'adapter à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Même les apprenants n'ont pas eu de possibilité d'apprentissage pendant la crise. Depuis que les centres sont fermés, ils n'ont pas eu accès à un apprentissage à distance. Et donc, c'était une situation assez brusque à laquelle tout le monde faisait face et il y a eu peu de possibilités d'apprentissage à distance pour les apprenants. Et donc, c'est également avec ce thème d'analyser l'impact de la crise sur les éducateurs, mais aussi le positionnement même de l'alphabétisation dans les réponses mondiales et dans les réponses nationales, et aussi les stratégies de reprise et de renforcement de la résilience. Alors, par rapport à tous ces défis véritablement que vous venez de nous révéler, on voudrait bien savoir les pistes de réflexion ou certaines actions urgentes et imminentes d'ailleurs que votre département compte engager pour apporter des réponses. Oui, le défi majeur pour notre département actuellement, c'est de développer des ressources numériques qui puissent être utilisées pour l'apprentissage. Parce que si il y avait des ressources numériques, les apprenants auraient pu avoir des possibilités d'enseignement, apprentissage à distance. Comme ça se fait au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, ou à distance. Exactement. Donc c'est un défi majeur que le sous-secteur doit relever, produire des ressources numériques. Également, c'est de réfléchir au dispositif de formation des alphabétiseurs pour qu'ils soient vraiment aptes à répondre aux défis de l'heure. Pour concrétiser, domestiquer, internaliser le thème, eh bien, vous avez probablement besoin de partenariats pour pouvoir réussir. Bien sûr, nous avons besoin de partenaires pour pouvoir développer les différentes ressources numériques, pour pouvoir appuyer les différentes actions dans le sous-secteur de l'alphabétisation pour que les programmes soient vraiment attrayants et diversifiés pour les apprenants. Alors ça demande beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Financières surtout. Exact. Nous espérons que Madame la ministre fera le plaidoyer au niveau encore hiérarchique pour qu'une enveloppe conséquente soit encore débloquée pour permettre au ministère de pouvoir répondre à ce défi majeur d'enseignement à distance et de formation des alphabétiseurs et de leur équipement. Alors ça nous amène d'ailleurs directement à aborder, n'est-ce pas, l'apport de l'alphabétisation à la réussite des objectifs du plan national de développement. Alors, nous savons que le plan national de développement, il y a 3 axes. Il y a l'axe logistique, l'agro et le social. Alors,
quel est l'axe au niveau duquel, de toute façon, l'alphabétisation contribue? Les actions du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle s'inscrivent dans l'axe 3, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Et dans l'effet attendu 3, les populations ont un accès équitable à l'éducation, à la formation professionnelle, à un enseignement supérieur de qualité orienté vers le marché du travail. Et donc, les programmes d'alphabétisation contribue à renforcer, à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion à travers le renforcement de capacités des acteurs qui permet de disposer de ressources humaines de qualité, et aussi avec la priorité qui est accordée à l'alphabétisation des femmes et des filles pour pouvoir contribuer à la réduction des inégalités de genre. Au-delà de cet aspect, le défi, c'est de contribuer à l'augmentation du taux d'alphabétisation pour qu'il puisse passer de 63,6% en 2015 à 70% en 2022, avec une cible intermédiaire de 66% en 2020. Il y a également des emplois qui sont générés à travers les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, puisque les alphabétiseurs sont recrutés. Il y a des superviseurs, il y a des coordonnateurs qui interviennent dans les centres d'alphabétisation. Donc, des emplois sont également générés. Tout à fait. Alors, quand la deuxième direction, parce que vous gérez la direction de l'alphabétisation de la formation des adultes, n'est-ce pas? Exact. Alors, la deuxième direction, quand les enfants sont renforcés, est-ce que vous les reversez dans le système formel, mais comment ça fonctionne? Ok, d'accord. Au niveau de l'éducation non formelle, il y a trois niveaux de passerelle. Oui. Les élèves du niveau 1, lorsqu'ils sont performants, ils sont reversés dans le système formel à l'école primaire à partir de la classe de CE1. Et les élèves du niveau 2, lorsqu'ils sont performants, ils sont reversés dans le système formel à partir de la classe de CM1. Et ceux qui sont performants au niveau 3, et après avoir passé le CPD avec succès, ils passent en classe de 6e. Ou si leur âge est avancé, ils sont orientés vers un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle. Alors, peut-être les spectateurs, nous allons aborder la troisième partie donc, de cet entretien que j'ai avec Dr Ayele Rosalie Eklou Kouevarnou. Alors, elle est la directrice de l'alphabétisation, de la formation des adultes à la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Alors, nous savons que depuis plusieurs années, le gouvernement a alloué un fonds spécial d'environ 100 millions. Voilà, c'est ce que nous avons appris. Voilà, c'est ce que le gouvernement donne de façon supplémentaire pour booster l'alphabétisation. Et on voudrait voir qu'est-ce que cette ressource complémentaire a contribué à booster. Je veux parler aujourd'hui, mais je veux parler des avancées depuis un certain nombre d'années, 1 an, 2 ans. Dites-nous quelles sont les avancées de tout le travail que le département fait, voilà, à travers les deux directions techniques. D'accord. Les grandes avancées concernent la mise en œuvre du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, la mise en œuvre du projet d'alphabétisation sur les plateformes multifonctionnelles, la mise en œuvre du projet d'alphabétisation pour les membres des COGEP, également les comités de gestion des écoles qui gèrent les subventions dans les écoles. Exact. Ils ont besoin d'apprendre à lire et écrire, bien sûr, à calculer. Bien sûr. Voilà, sinon, ils ne peuvent pas gérer les ressources. Exact. Ils ne peuvent pas gérer les ressources. Donc, avec les COGEP, c'était un projet qui était prévu pour 2500 apprenants, mais le projet a permis de toucher jusqu'à 3055 apprenants, avec 2120 femmes. Voilà. Et donc, pour le projet d'appui... En réalité, le besoin est là sur le terrain. Le besoin est là, la demande est forte, de plus en plus forte. La demande est de plus en plus forte. Et avec la subvention, c'est le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes qui est réalisé. Une subvention qui est octroyée au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle depuis 2014. Et le projet est initié et financé entièrement par l'État.
Et ce projet est mis en œuvre dans toutes les régions du pays à travers la stratégie du faire-faire. Et actuellement, presque toutes les préfectures sont également touchées. Au départ, le projet était prévu pour toucher 6 000 apprenants, dont 4 200 femmes sur la période de 2014 à 2019. Mais le projet a permis de toucher 7 482 apprenants avec 6 604 femmes. Félicitations, voilà. un bon qualitatif. D'accord. Donc, en dehors de cette avancée, il y a également l'alphabétisation sur les plateformes multifonctionnelles. Donc, c'est suite à une convention de partenariat entre le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse, représenté par le PRADEB, et le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, représenté par la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, que le projet a été mis en œuvre. Et l'objectif, c'était d'alphabétiser les membres des groupements porteurs des plateformes multifonctionnelles pour qu'ils puissent lire, écrire, calculer et surtout de remplir de façon autonome les fiches de gestion et contribuer au bon fonctionnement de la plateforme. Donc, c'était prévu pour 3 200 apprenants, mais le projet a permis de toucher 3 485 apprenants avec 2140 femmes. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a un travail de fond qui se fait sur le terrain et qui montre que l'engouement, le besoin est là. Et il y a de l'engouement auprès aussi bien des femmes, des filles que d'autres personnes qui ont besoin d'être alphabétisées pour pouvoir bien jouer leur rôle. Alors, nous savons que depuis l'année passée, voilà, le gouvernement togolais a engagé le pays dans le processus de décentralisation et il y a des compétences qui sont transférées aux communes. Des compétences comprenez ici des responsabilités dans le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation. Alors, je voulais savoir, madame, si vous avez déjà commencé une certaine collaboration avec les communes puisqu'ils auront à gérer une partie de l'éducation et de l'alphabétisation. Actuellement, il n'y a pas une collaboration formelle qui est établie avec les communes, mais des discussions sont en cours avec certaines communes pour qu'elles puissent prendre en compte l'alphabétisation dans leur plan de développement. Tout à fait. En tout cas, il y a la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui a déjà commencé par installer des cadres de concertation dans certaines communes, et dans les cadres de concertation, vous avez les représentants de l'alphabétisation, de la Direction régionale de l'éducation, des associations des parents d'élèves, des COGEP et de membres des communes. Et donc, c'est un groupe, une commission ad hoc en quelque sorte qui viendra appuyer la commission éducation des communes pour que la commune puisse bien jouer, n'est-ce pas, son rôle. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission où vous nous avez véritablement informé sur le thème et ses enjeux, les défis qui nécessitent beaucoup de ressources financières, et nous espérons que le gouvernement écoutera le plaidoyer de Madame la ministre pour que des ressources encore supplémentaires puissent être octroyées au département pour pouvoir apporter des réponses attendues par rapport aux impacts de la Covid sur les alphabétiseurs, sur les bénéficiaires d'alphabétisation et sur, n'est-ce pas, les opérateurs d'alpha. Alors, on n'a pas parlé des opérateurs d'alphabétisation. Qui sont ceux-là? Les opérateurs d'alphabétisation, ce sont les ONG, les associations qui mènent les programmes d'alphabétisation sur le terrain, parce que nous sommes dans une stratégie du faire-faire, et donc il y a une clé de répartition entre les activités, entre les ONG opérateurs et entre l'État. Et l'État s'occupe plus de l'élaboration de la politique, de la normalisation des actions, de la mobilisation de ressources, du suivi et évaluation, du renforcement de capacités, et les opérateurs qui sont les ONG et associations mènent les activités d'alphabétisation sur le terrain. Alors, et vous faites le suivi systématique sur le terrain pour vous assurer de la qualité du travail. Bien sûr. Vous retrouvez de temps en temps? Vous vous retrouvez de temps en temps avec ces Oui, il y a des suivis qui se font sur le terrain. Il y a 3 suivis qui se font sur le terrain. Un suivi initial, un suivi à mi-parcours et un suivi final qui se fait sur le terrain. Alors, nous allons la journée internationale de l'alphabétisation. Est-ce qu'il y a des activités en vue au niveau du département?
Au niveau du département, il y a 2 types d'activités qui sont prévues. Il y a les émissions débat et également les ateliers de réflexion. Il y a des émissions débat pour 3 régions et des ateliers de réflexion pour 3 régions. Les ateliers de réflexion vont se dérouler à Lomé, dans la région maritime et puis dans les régions plateaux, dans le strict respect des mesures barrières. Et il y a également des émissions débat qui vont se dérouler dans la région des Savanes, la région de la Cara et puis dans la région centrale. En tout cas, la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, a déjà ouvert le bal des émissions et nous espérons que ces émissions seront aussi de grande qualité comme ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vous donne la parole pour votre dernier mot. Nous avons épuisé, n'est-ce pas, les sujets ou les questions qui étaient prévues au cours de cet entretien. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité qui a été donnée pour présenter les grandes avancées du sous-secteur de l'alphabétisation, les défis, le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation. Et nos remerciements vont également aux différents partenaires techniques et financiers qui soutiennent le sous-secteur de l'alphabétisation de l'éducation non formelle. Et en lien avec le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation et de cette année, avec le focus qui est mis sur les méthodologies d'enseignement innovantes et efficaces, nous lançons un appel aux différents partenaires et techniques et financiers pour qu'ils puissent accompagner le sous-secteur de l'alphabétisation de l'éducation non formelle à développer des ressources numériques afin que les apprenants puissent aussi bénéficier des possibilités d'enseignement-apprentissage à distance. Merci, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous étions avec Dr Ayele Rosalie Ekou-Kouevanou. Elle est la directrice de l'alphabétisation et de la formation des adultes à la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, une direction du ministère de l'Action sociale. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses de notre invité qui a fait la lumière sur le thème de la journée, sur les avancées et les défis, en tout cas, et ce que chacun doit faire pour que le taux d'analphabétisme chute drastiquement dans notre pays. Ah oui, c'est à part de ces défis que nous mettons fin donc à cet entretien. Ne négligez pas les mesures barrières parce que nous avons besoin d'être protégés pour être en vie et continuer de contribuer pour l'avancement du pays. Merci. Merci à madame. Merci. Merci à vous téléspectateurs qui nous avez suivis et nous vous disons au revoir. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans la rubrique Actu Éducation. Les cadres de concertation mis en place dans les communes pour appuyer les commissions éducation au sein des communes ont été formés sur leur rôle dans la réussite des missions éducatives dans les communes. Ensemble avec la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNT-EPT, ils ont échangé sur leur cahier de charges et les défis à relever. C'est une lourde tâche qui est confiée au cadre de concertation installé dans les communes pour venir en appui aux commissions éducation. Avec la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, ils définissent une feuille de route pour la réussite des missions éducatives dans les communes. La question de l'éducation est une question épineuse pour le développement. C'est une question centrale. Et nous pensons qu'on ne peut pas raisonner en termes de connaisseurs de l'éducation, mais on ne peut que mutualiser les efforts de plusieurs institutions de connaissance de la question de l'éducation. Et surtout que le Togo entre aujourd'hui dans l'éducation en mode décentralisé. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, société civile qui traite des questions de l'éducation, a jugé intéressant de se rapprocher des communes et de les renforcer, de leur apporter l'information sur leurs charges et leurs devoirs dans le cadre de l'éducation en mode décentralisé. C'est ainsi qu'un cadre de concertation a été installé dans 6 communes du Togo, dans une phase pilote, pour essayer de voir comment cette structure que nous sommes, notamment la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, peut accompagner suffisamment les mairies dans la mise en œuvre de la décentralisation de l'éducation. Nous avons formé
et donc essayer de renforcer les élus locaux en matière des questions d'éducation, d'expertise dans des travaux méthodiques et professionnels pour la réussite de l'éducation en mode décentralisé. Les enjeux et défis de l'éducation en mode décentralisé ont été évalués et les cadres communaux de concertation disposeront d'un cahier de charges et plan d'action pour plaider efficacement en faveur du droit à une éducation de qualité accessible à tous dans les communes et au Togo. L'Institut africain d'études commerciales IAEC, en partenariat avec le réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents, a lancé le 19 août dernier un projet visant à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur gratuit à 5000 jeunes étudiants africains. Le projet met également l'accent sur la création d'entreprises et l'entrepreneuriat social. Regardez. 5000 bourses et étudiants entrepreneurs sociaux. Un projet du réseau africain pour la formation, la science et l'émergence de talents RAV7 qui va permettre à tout étudiant ou jeune diplômé qui souhaite créer son entreprise de suivre des cours en ligne et d'être encadré au sein d'un incubateur pour la réalisation de son projet. Cette pandémie nous oblige à repenser nos modèles économiques. Et dans l'enseignement supérieur, il va falloir revoir la manière dont nous faisons notre formation. Donc nous sommes partis du constat qu'il faut dans les années à venir faire la promotion de l'entrepreneuriat. S'ils n'ont pas de moyens, nous allons les accompagner à faire la formation et à la fin de la formation pour qu'ils aient à la fois un parchemin et une entreprise. Nous voulons faire la promotion d'abord des formations en ligne parce que la distanciation sociale que nous impose la Covid-19 ne peut pas permettre que les entreprises, surtout les universités, les établissements d'enseignement supérieur puissent continuer comme cela se faisait avant. Donc il va falloir créer, innover. Et si vous êtes dans l'entrepreneuriat social, vous avez un projet innovant, vous avez des idées, nous sommes prêts à vous accompagner, mais une partie de vos gains doit être investie dans le social. L'initiative vient de RAV7 en partenariat avec l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC avec la participation de l'AFD et la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Le projet est ouvert à tout étudiant africain résidant en Afrique, parlant couramment français et ayant des difficultés à poursuivre des études universitaires. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Ici, vous suivez vos cours en ligne et le temps qui vous reste, nous suivons votre création d'entreprise. Nous vous aidons à déposer les statuts au CFE, nous vous aidons à créer l'entreprise, nous vous accompagnons et après nous vous trouvons un incubateur. Il y a des formulaires à remplir, il y a une équipe qui va faire le travail. Donc vous n'avez pas grand-chose à payer, à part peut-être les frais d'inscription que vous allez payer au niveau de l'IAEC, mais la scolarité est gratuite. C'est le RAV7 qui paie la scolarité pour l'étudiant entrepreneur social. Un accord de partenariat a été signé entre l'IAEC et RAV7. Pour les responsables de l'IAEC, le projet 5000 bourses étudiants entrepreneurs va valoriser le système éducatif de l'Institut dont la mission première est de créer de l'emploi à ses diplômés. Depuis 2010, le Togo met en œuvre le plan sectoriel de l'éducation, un plan qui a permis au pays de relever nombre de défis dans le système éducatif. Le pays en est à sa 3e version et nous avons revisité les objectifs de ce plan dans ce sujet. Ces 10 dernières années, le Togo s'évertue à garantir une éducation de qualité, équitable et accessible à tous. Un instrument de politique d'éducation nationale est élaboré, le plan sectoriel de l'éducation. Un plan que le Togo met en œuvre depuis 2010 avec pour vision de redresser de façon significative le système éducatif. La 3e version révisée 2020-2025 est validée il y a quelques semaines. Le Partenariat mondial pour l'éducation depuis 2014 finance ce plan à plus de 15 milliards de francs CFA. Ce qui va améliorer l'ensemble du secteur éducatif sur toute l'étendue du territoire. Les défis qui ont été identifiés portent essentiellement sur les questions d'accès, donc l'accès inclusif, l'accès de tous aux services éducatifs. Il y a la question de l'équité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des enfants parce qu'ils proviennent des familles pauvres qui ne puissent pas aller à l'école. Il ne faut pas que certains enfants, parce qu'ils sont porteurs de handicap, eh bien qu'ils soient exclus des centres de formation ou des écoles. Donc il y a le principe de l'inclusion, l'équité et puis la question de la qualité de l'éducation qui se pose de nouveau.
Donc comment faire pour renforcer la qualité? Eh bien, nous misons, comme l'UNESCO l'a recommandé, sur la question enseignante. Lorsqu'on a des enseignants de qualité, formés, disponibles, motivés, eh bien, on est sûr que les enfants peuvent mieux apprendre. Malgré les avancées significatives enregistrées ces dernières années dans le secteur éducatif, le Togo n'est pas parvenu à atteindre la scolarisation primaire universelle en 2015. Un objectif qu'il faut à tout prix atteindre d'ici à 2022. Une attention particulière doit être accordée aux 4% des enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école et à peu près 15% des enfants qui n'achèvent pas le cycle primaire. Environ un enfant sur 10 n'a pas accès au premier cycle de l'enseignement secondaire. Les filles de 6 à 11 ans sont légèrement moins scolarisées que les garçons, avec respectivement 47% et 53%. Les partenaires techniques et financiers soulignent l'importance de la mise en œuvre équitable et inclusive du plan sectoriel de l'éducation pour qu'aucun enfant, fille ou garçon, ne soit laissé pour compte. Les acteurs du secteur ont jugé opportun d'inscrire leurs actions dans la durée et d'avancer étape par étape. À terme, le Togo veut garantir un enseignement primaire de qualité pour tous, réguler les flux, améliorer la pertinence et la qualité de l'offre de formation post-fondamentale, ce qui va élever le niveau d'employabilité des sortants et contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. Pour le second cycle du secondaire, il est prévu une réduction du taux de transition entre le collège et le lycée qui passera progressivement de 62% en 2011 à 50% en 2025 avec un accent particulier sur l'amélioration du taux de rétention et d'achèvement au lycée, ce qui devrait calibrer quantitativement les effectifs du cycle en conformité avec les capacités d'accueil de l'enseignement supérieur. Le Togo est dans une logique d'une offre de formation supérieure performante, répondant aux standards internationaux et orientée vers le marché de l'emploi. Le pays prévoit également développer au profit des maîtres artisans et actifs agricoles des structures et formations courtes et d'apprentissage. Quant à l'enseignement supérieur, l'État veut réguler d'abord les flux à l'entrée du second cycle du secondaire. Au niveau de la redistribution des effectifs, des mesures sont en cours, notamment le développement de l'enseignement privé, le développement progressif d'un enseignement à distance pour environ 16 000 étudiants à l'horizon 2025, soit 10% des effectifs du public. Il est également prévu un rééquilibrage des effectifs entre les filières académiques, technologiques et professionnelles. Il faut croire que le plan sectoriel de l'éducation est en train de réguler, de structurer et de dynamiser davantage le secteur éducatif, facteur de croissance et de développement économique. Plus de 700 élèves ont reçu leur tout premier document d'identité dans la région des Savanes. C'est l'association des jeunes pour l'Union des Togolais qui a permis à ces jeunes élèves de disposer de leur acte de naissance. Voici un échantillon des 701 élèves de la région des Savanes bénéficiaires de ces jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance. C'est un geste de l'association des jeunes pour l'Union des Togolais à Jute. Les enfants se retrouvaient sans identité et leur cursus scolaire même, on voyait déjà le cursus compromis. Donc avec l'établissement de ces naissances, les enfants ont maintenant la pièce qu'il faut. Il reste à transcrire, à faire transcrire dans les registres d'état civil pour que ces enfants aient un pied de naissance en bonne et due forme, pour pouvoir poursuivre leur cursus scolaire et établir d'autres pièces futures, à savoir le certificat de nationalité et le passeport. Et également, ça va leur permettre de se préparer pour la vie. Les élèves viennent de cette inspection de l'enseignement général de la Savane à l'exception de Pengal. Ils disposent désormais de leur première pièce d'identité. Nous remercions tous ceux qui nous ont établi ces actes de naissance. Ceci nous permettra d'établir d'autres actes d'identité
et nous permettra d'évoluer dans nos études. Je suis très content que mon enfant ait eu cet acte de naissance, tout simplement parce que ça lui permettra non seulement de s'identifier à ma famille, mais aussi ça lui permettra d'évoluer dans la vie. Cette initiative de la JUT est saluée par le directeur régional de l'éducation des Savanes. Il a exhorté les enfants et leurs parents à prendre bien soin de ces précieux documents. Quel doit être le rôle des associations et clubs estudiantins dans la gouvernance universitaire? L'ONG Groupe d'appui aux comités socio-économiques nouvelles pour un développement intégral a formé les comités directeurs de ces clubs et associations sur le sujet. Le groupe d'appui aux unités socio-économiques nouvelles pour un développement intégral des populations, GOSENDIP, est porteur d'un projet depuis octobre 2019. Ce projet est intitulé « Contribution des associations estudiantines à la gouvernance dans les universités publiques du Togo » et est financé par l'Union européenne à travers le programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA. Ce sont les activités du projet qui se poursuivent avec cette rencontre qui concerne les comités directeurs des associations et clubs estudiantins de l'Université de Kara. L'ONG GOSENDIP entend renforcer leurs capacités en vue de les amener à créer un cadre de concertation entre eux et l'administration universitaire et assurer la parité genre. GOSENDIP a voulu apporter sa pierre à l'édifice de ce que l'État est en train de construire pour que les étudiants puissent étudier dans la paix et dans la sérénité dans les universités publiques. Les objectifs de ce projet, c'est vraiment renforcer les capacités des associations estudiantines. Au cours de cette formation, il y aura 6 modules au total. Donc il y a un module qui concerne la vie associative, un autre la gouvernance partagée, un autre la mobilisation des ressources pour les projets de développement, un autre le leadership responsable et également permettre aux étudiants de découvrir tous les textes régissant la vie universitaire. Une vingtaine d'associations et clubs de l'Université de Kara prennent part à cette session de formation de l'ONG GOSENDIP. Il est attendu des participants de retourner pour organiser des assemblées générales pour insuffler à leur base la dynamique qui consiste à faire en sorte que les associations et clubs deviennent un atout dans les universités pour mettre à la disposition du pays des citoyens exemplaires. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres thématiques.